dans un bus et il y avait une famille d'Américains. Donc je commence à parler avec la famille des Américains, je lui montre où Jules César avait été tué et tout ça, on commence à parler un peu de tout, on parle aussi des politiques. À un certain moment, il me demande est-ce que vous vous intéressez aussi à la politique américaine? Je dis oui, mais non. Oui, mais non. Oui, parce que j'ai vécu longtemps en France et chaque chose qui était dite sur la politique italienne était complètement fausse. Je vis en Italie et chaque chose qui est dite sur la politique française en Italie est complètement faux. Personne n'en sait rien, donc vraiment, j'en sais rien non plus de ce qui se passe réellement aux États-Unis. Alors, effectivement, ce que je vois, parce qu'en traversant les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux, de ce que j'appelle la droite terminale, c'est-à-dire de nos amis un peu frustrés, je lis tellement de choses concernant le gouvernement Meloni qui n'ont vraiment rien à voir avec la réalité. Alors, comme on va parler de ceci, non pour tenir un débat, non pour faire une plaidoirie ou quoi que ce soit. Partons d'un concept précis. C'est la première fois de l'après-guerre que quelqu'un de la famille est un Premier ministre en Europe, et même en Occident. Il ne faut pas comparer, donc, et ce serait complètement bête, les choses avec il y a 80 ans. Donc ce n'est pas une comparaison qui est faisable. Et il ne faut pas non plus les comparer avec les UBI ou avec les visions apocalyptiques, solipsistes de nos gens. Il faut les comparer par rapport à la réalité, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui est bien, s'il y a quelque chose qui est mal, dans quelle direction les choses vont, s'il y a des principes, s'il y a des valeurs, s'il y a des choses qui fonctionnent, qui sont ses adversaires, qui les entament, etc. Donc, après je donnerai la parole à Jean-Gilles. J'ai fait un résumé que tout le monde l'aura avec tout ce qui est concrètement qui s'est passé en 2 ans de gouvernement Meloni. Et aussi un résumé qui montre aussi que la seule chose que le gouvernement, qui part du fait que c'est le seul gouvernement européen, et même occidental, et je dirais même mondial, parce que même les autres ont eu même un an pour plusieurs problèmes, où 2 ans après, le consensus est non seulement le consensus de la majorité est stable, et le consensus du parti de la majorité augmente. Donc il doit bien y avoir des raisons pour que les choses se passent de cette manière. Quelles raisons? On verra bien. Alors, je laisse déjà la parole à Jean-Gilles, et puis on rentrera éventuellement dans tous les détails. Il y aura questions-réponses, mais vous pouvez déjà regarder, on a résumé un peu toutes les choses qui se sont passées aujourd'hui. Puis on pourra aussi parler d'autres choses qui peuvent nous plaire un peu davantage d'un point de vue sentimental, on trouvera le moment. Jean-Gilles, à toi. Alors je vous demande pardon parce que j'ai fait une chose qu'il ne faut jamais faire, j'ai rédigé. Mais d'abord, je laisserai à mes camarades Gérard et Gabriel, qui sont infiniment mieux informés que moi sur l'Italie pour les raisons que tu as expliquées d'une certaine façon. Il faudrait tout parler un peu plus fort. Mes camarades Gabriel et Gérard, infiniment mieux, ça va, infiniment mieux informés que moi, vous parleront des détails, et vous connaissez tous le dicton britannique, le diable se cache dans les détails. Je m'efforcerai pour ma part de souligner seulement quelques grands traits dignes de l'être et d'être assez bref d'ailleurs. J'ai essayé de faire un exposé en 10 minutes, je ne sais pas si j'y arriverai. Et cette expérience politique, il faut bien poser le problème, quelle que soit la description, n'est pas susceptible. Aucune expérience politique n'est jamais susceptible d'être transposée. Et ça vaut évidemment pour ce qui se passe aux États-Unis, mais ça se vaut aussi
pour ce qui se passe en Italie. Il ne s'agit pas d'inviter nos compatriotes à transposer, parce que nos problèmes ne sont pas les mêmes. Et je vais prendre un élément pour commencer. Au plan politique intérieur, le gouvernement Meloni, donc, qui a été formé en octobre 2022, a déjà réussi une chose, c'est à mettre de l'ordre dans un paysage qui est traditionnellement particulièrement chaotique. Je veux dire que nous, en France, on découvre ce que c'est que le chaos, on redécouvre le chaos qu'on détestait quand j'avais 14 ans. J'avais 14 ans en 1958, j'ai cru que la France était sauvée, tu parles, mais on détestait la 4e République. Là, nous avons une 4e République à un homme seul, ce qui est extraordinaire déjà, c'est un exploit, et nous allons la détester de plus en plus, ça continue. Mais l'Italie est une 4e République qui dure depuis 1946, qui a été un tout petit peu remise en ordre à partir de Berlusconi, non pas du génie Berlusconi, mais du fait, le coup de génie de Berlusconi a été de dire, si j'étais romain, je voterais, il n'est pas, il est tout sauf romain, si j'étais romain, je voterais au municipal pour le candidat de ce qui était la droite nationale, qui était notre ex-ami Gianfranco Fini. Et de ce jour, l'arc constitutionnel, qui est l'équivalent de ce que nous vivons en France, avec le plafond de verre dont on parle tous les journaux, l'arc constitutionnel est mort ce jour-là. Ce jour-là, on a dit, bah tiens, et on a commencé à avoir des gouvernements qui formaient une alliance bancale, et là, c'est une alliance qui est réelle, et qui a commencé, par exemple, sur un terrain qui est quand même très important, qui est le terrain de la santé, d'envisager une politique de santé publique plus généreuse. Alors vous allez avoir sûrement l'article de notre camarade Gabriel sur le fait qu'au moment du Covid, l'Italie, qui est quand même un grand pays, était le 25e pays sur 27 quant au nombre de lits d'hôpital. Hein, bon. Donc, en France, c'est le contraire. Trop de lits d'hôpital, trop de dépenses de sécurité sociale, trop d'État. La France a besoin de moins d'État, moins de centralisation. Le problème de l'Italie, depuis l'unité italienne, lisez Pareto, si vous voulez, depuis l'époque de Vilfredo Pareto, le problème de l'Italie, c'est de construire plus d'État, plus de centralisation, c'est inouï pour nous, inouï. Bon. Et plus de dépenses de santé. Bon, enfin, d'ailleurs, dans ton article que j'ai lu, qui est tout à fait documenté, on s'aperçoit par exemple que sur ce terrain-là, le gouvernement de Meloni a réussi. Et sur bien d'autres terrains, ce n'est pas... comme il ne s'agit pas justement de dire transposons son programme et simplement changeons la flamme tricolore de vert, blanc, rouge en bleu, blanc, rouge, c'est-à-dire c'est gentil parce que c'est un prêté pour un rendu. Vous savez tous que le drapeau de l'Italie a été fait par Napoléon Bonaparte, qui était génois, et qui a changé le bleu. Non, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie que j'ai faite et il faut faire, paraît-il, enfin les Américains appellent ça un opening joke. J'ai été invité une fois dans ma vie à faire une conférence en italien. Et mon italien, je vous assure, c'est pas grand-chose. Comment Gabriel parle beaucoup mieux le français que je ne parle l'italien. Mais j'ose en italien. Et donc, j'avais fait une conférence chez des Vénitiens
Et je leur ai dit, mais je ne m'excuse pas pour ce que vous a fait Napoléon, il était génois. Alors ça les a détendus, ils m'ont pardonné. Voilà, et en plus je suis pas bonapartiste. Alors revenons à au fond du sujet, ce que a fait depuis un an, si on décrit au plan intérieur. Pour commencer. 2 ans, oui, 2 ans. C'est le gouvernement, je vous signale, c'est en train d'être un des gouvernements les plus durables de la République italienne. C'est le 67e, mais il est déjà le 7e en temps, et on peut espérer ma foi, que ça continue, alors qu'on le donnait liquidé tout de suite. Hein. On l'a donné totalement isolé, et j'en viens à un deuxième point. On l'a donné totalement isolé sur le terrain européen. Or, miracolo, elle a réussi tout de suite à avoir avec elle la belle Ursula, qui est venue la soutenir à Lampedusa. Donc, bémol à tous les gens qui crachent sur Ursula von der Leyen, elle a tenu, et il semblerait déjà le fait qu'Ursula von der Leyen déteste Thierry Breton, c'est déjà un bon point. Mais deuxième bon point, plus important, il semblerait qu'elle s'entende avec le gouvernement italien. Et sur le terrain international, alors c'est difficile à estimer, mais manifestement, elle a au moins réussi une chose. C'est à mettre l'Italie dans le dispositif. C'est-à-dire que désormais, les gouvernements Gentiloni, Monti, Mario Monti avait peut-être une petite audience, comment il s'appelait, le banquier Draghi, il venait du Sérail. Draghi venait de la Banque centrale de Francfort, et il a presque été imposé aux Italiens. Et le grand pari, le courage extraordinaire de cette petite bonne femme, qui est Giorgia Meloni, ça a été d'être la seule, alors qu'elle représentait 2%, à dire merde à Draghi, à dire non à l'alliance autour de Draghi. Et elle a gagné son pari, et je dois dire que cette petite bonne femme d'1m63, avec ses yeux bleus rieurs et ses tailleurs roses, elle en impose. Et elle a réussi une autre chose qu'il faut souligner. Alors je sais qu'il y a des gens pour qui, là je suis en train de prendre la défense du méchant Zelensky, elle a réussi à faire, vous savez, ce nazi juif extraordinaire, qui menace, on n'entend pas, c'est ça? Bon, alors, donc elle a réussi à entraîner le G7 à Kiev, et on la voit à la tête du G7, c'est quand même pas mal pour une petite militante néofasciste d'être à la tête du G7. Donc elle a réussi un certain nombre de choses à l'international. Son gouvernement a réussi à être... Alors on va voir ce qui va se passer avec le commissaire italien. Et on a jusqu'au 27 novembre, il y a une bagarre pour savoir qui seront les vice-présidents de la Commission. Parce que les Français à la fois pestent contre le fait que le vrai pouvoir, c'est la Commission européenne, mais pour parler de ce qui se passe dans la Commission européenne, il faut vraiment chercher dans les journaux français, même dans le monde. Je veux dire. Or, il y a actuellement, vous savez, ou vous ne savez pas, qu'on a nommé un commissaire à la défense pour la première fois, qui est un Lituanien, ce qui déjà dit quelque chose, une commissaire aux affaires étrangères qui est une charmante Estonienne, ce qui dit aussi quelque chose. Et la question pour les Italiens, c'est quid de leur candidat. Ce n'est pas encore acté, car je vous rappelle que la Commission européenne est composée d'une façon très compliquée. Très très compliquée. C'est-à-dire, elle est élue 2 fois. Bon, j'espère qu'il y a quand même 2-3 Européens dans la salle qui savent qu'ils seront gouvernés par des gens qui sont plus ou moins agréés par le Parlement européen. C'est pas, en tout cas, c'est pas dans Bibi Fricotin qu'on l'apprend. Donc, je reviens
à mon sujet, elle réussit assez bien son coup, et sur le plan intérieur, et ce gouvernement plutôt, et sur le plan de la politique européenne. Et par exemple, on peut dire que un des grands débats qu'on va voir, qu'on le veuille ou non, hein, parce que c'est ce que nous annonce Donald Trump, c'est la défense européenne. Et là, je pense qu'on sera très content qu'il y ait une Giorgia Meloni et un gouvernement italien. Tout ça, c'est à elle qu'on le doit. Et le deuxième point, ça pourrait être ma conclusion en 2 mots, mais enfin, j'argumente, si vous me permettez. On le doit au fait que c'est une militante. C'est un parcours exemplaire. C'est un parcours exemplaire. Regardez sérieusement sa biographie. Alors si on lit sa fiche Wikipédia, on commence par nous expliquer qu'elle vient d'une famille chaotique. Oui, elle vient d'une famille chaotique. Mais justement, elle a le courage et l'intelligence de se battre pour la famille traditionnelle. Ça, c'est... je vous rappelle qu'elle n'a jamais été mariée, qu'elle est mère célibataire, etc. C'est pas le programme de Saint-Nicolas du Chardonnay. Hein. Mais elle a mis en place, elle met en place une politique, y compris pour des raisons natalistes, ce qui est dans la tradition de l'Italie de 1922 à 1943 en tout cas, et qui est très urgente. N'est-ce pas? Moi, je ne prétends pas connaître l'Italie parce que l'Italie que j'ai connue n'a plus rien à voir avec l'Italie d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu un... Aussi, oui, bien sûr. Bien sûr. Et mon père habitait Rome. Bon, enfin, voilà, je croyais connaître l'Italie. Je croyais connaître un pays catholique, c'est fini. Je croyais connaître un pays dont le problème était la surpopulation et l'émigration. Aujourd'hui, le problème de l'Italie, c'est de réguler l'immigration. C'est quand même un autre phénomène. Aujourd'hui, l'Italie a le plus bas taux de natalité en Europe, 6 pour 1000. Et alors, en France, nous avons ce qu'on appelle l'indice de fécondité. Tout le monde entend ce mot, mais je vous rappelle que c'est un concept, l'indice de fécondité sur lequel travaillent les démographes, qui est de 1,8. Immigrés comprises. Femmes immigrées comprises. C'est-à-dire que dans le 1,8, je voudrais savoir s'il y a 0,3, enfin bref, c'est une autre question. C'est interdit. C'est interdit. Lisez Michel Tribala qui explique dans un livre que je vous recommande tous si vous ne l'avez pas lu, qui est un livre urgent qui s'appelle les yeux grands fermés. Donc le problème, c'est le problème de la France, mais quand même 1,8. L'Italie, le taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants moyen par italienne, c'est 1,2. Donc voilà, donc c'est un problème. Et le fait est que la politique nataliste, qui est repose, excusez comment dirais-je, l'évidence où la natalité repose sur la famille. Voilà. Donc, et ça, elle l'a parfaitement compris et elle le met en œuvre par divers moyens. Bien. Donc, cette militante, regardez son parcours. Alors, les dates, je suis obligé de recourir à mon texte, c'est pas bien, mais voilà. C'est quand même quelqu'un qui a toujours été dans le milieu, dans le mouvement. Le mouvement, au départ, c'est le mouvement social italien que nous aimions tous dans ma jeunesse et qui est devenu, par avatars successifs, et il y a eu une grande scission après le passage de Gianfranco Fini à la tête de cette famille qu'on appelait néofasciste. Ça ne veut rien dire, mais je veux dire que nous, ça ne nous fait pas trop peur, mais disons que ça passe pas. C'est-à-dire c'est une étiquette qu'il n'emploie pas. Il n'emploie même plus l'étiquette de post-fasciste. Donc elle a été dans le sillage donc du grand bonhomme
de cette mouvance qui était Giorgio Almirante. Et alors notre vieux camarade Alain Robert me disait il y a naguère que quand il téléphonait, il était dans l'euro-droite, ils y étaient avec Almirante. C'est même Almirante qui finançait les forces nouvelles. Enfin, voilà. Et il disait, quand je téléphonais à Almirante, c'était la petite Giorgia Meloni qui téléphonait. Alors, elle est un peu montée en grade, mais toujours dans la même fidélité. Et ça, c'est très important. Dans un monde où ils se trahissent tous, dans un monde politique où il n'y a pas de gens fiables, où il n'y a pas de gens qui ont des convictions, je mets ça en parallèle, qui peut paraître paradoxal, mais qui ne l'est pas. C'est que qui fait une politique raisonnable pour ce pays, c'est celle c'est celle qui est une idéaliste, c'est celle qui a toute sa vie combattu pour la cause, y compris aux côtés de gens qu'on a bien connus. Et donc, pour moi, c'est le point important. C'est le point important parce que parfois nous doutons, compte tenu, on se dit, bon, on n'y arrivera jamais. Reconnaissant, ben moi j'ai 4 fois 20 ans, je sens que quelque chose va poindre à l'horizon. Et pour moi, elle est en Italie, parce qu'en France, pour l'instant, je ne vois pas, mais par exemple, quand on voit le nombre de jeunes qui se sont engouffrés, à tort ou à raison, autour de Zemmour, c'est quand même un phénomène. Le nombre d'initiatives que tout le monde, on peut toujours tout critiquer, mais quand on voit le nombre d'initiatives qui se font, on se dit que quelque chose va poindre. Moi, simplement, je vais vous dire une chose, moi j'ai milité toute ma vie, je me considère comme un militant, je mourrai comme ça, mais j'aimerais quand même voir poindre quelque chose à l'horizon, et j'ai l'impression de le voir quand je vois notre sœur latine, l'Italie, qui se réveille. Donc, oui, techniquement, on peut entrer dans le détail de la politique qu'elle a fait. Techniquement, on peut dire, et c'est vrai, quand on a connu l'Italie, que j'ai connu, penser qu'il n'y a plus d'inflation en Italie, je dis, mais comment ils font? Nous qui avons connu la lire qui dévaluait comme ça, l'échelle mobile des salaires, le bordel incroyable, mais ils se débrouillaient comme ça, parce que les Italiens, ils sont débrouillards. Hein? Ça, on peut leur reconnaître. Ils ont ça en commun d'ailleurs avec les Chinois. Hein? Donc ils sont débrouillards, ils se débrouillaient avec l'inflation. Mais maintenant c'est terminé, ben, c'est quand même une mode. Et elle a réussi ça. Le chômage est assez bas. Là, le spread, alors on n'est pas réunis ici à cause du spread, mais enfin c'est quand même très important. C'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt que paye l'État italien, le contribuable italien, pour le déficit démagogique de l'Italie, le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire l'écart avec l'Allemagne qui, elle, est sérieuse, et qui est la référence de la monnaie commune. On a adopté une monnaie commune qui, en principe, c'est un cadeau que nous a fait Helmut Kohl de nous donner le mark allemand, en échange d'une discipline qui n'est pas évidente en France, et encore moins en Italie. Eh bien, elle a réussi à s'en tirer avec la question de l'inflation. Tout ça, c'est une politique raisonnable. Je pense que c'est pas pour ça qu'on a envie de se battre, évidemment, mais c'est quand même très important de dire que elle y réussit parce que c'est une militante de quoi? Alors, je ne citerai pas j'ai oublié il a pris le pouvoir 100 ans, presque jour pour jour avant elle. Il disait, notre doctrine, c'est le fait. Et notre programme, c'est de gouverner l'Italie. Et elle le fait. Donc, chapeau Giorgia Meloni, nous avons besoin d'une Giorgia Meloni française. Voilà. Gérard, tu poses des questions, tu vas quand tu veux.